Travailleuses, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Mon programme en 3 points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, le plein emploi. Et troisièmement, le plein emploi. J'ai l'intention de chercher du boulot. De chercher ou de trouver? De nouveaux chantiers, de nouveaux emplois. Ceci est financé par la Banque d'État de Floride. On travaille pas comme ça. C'est pas professionnel. Et il y a des règles. Peut-être que tu voudrais m'apprendre mon boulot? Pas de panique, nous sommes des professionnels. Il y a des gens qui travaillent ici. Oh, c'est du bon boulot, hein. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. On est ravis de vous accueillir jusqu'à 20h ce soir, les vraies voix d'emploi, avec Nicolas Leroy qui est avec nous, directeur du recrutement du groupe fiducial et du cabinet FICOBA. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Cécile. Je suis ravie d'être avec vous ce soir avec un sujet qui nous intéresse tous. Selon la DARES, qui est un service statistique ministériel, pas facile à dire, le taux d'emploi des seniors en France est de 56,9%, soit un peu en dessous de la moyenne européenne qui s'élève à 62,4%. Pour ces salariés, se maintenir en emploi ou en trouver un peut être effectivement s'avérer complexe, notamment parce que leur statut ouvre la porte à tout un éventail de préjugés. Face à tel constat, un nombre grandissant d'entreprises choisit de s'emparer du sujet et on va en parler dans un instant avec nos invités. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Et avec nos invités, Nicolas Leroy. Alors on accueille Jamila Tchadeni, qui est DRH de WeCare, avec nous ce soir. Caroline Sarrault, Le Carpentier, qui est consultant et conférencière sur les dynamiques intergénérationnelles. Et Eric Gras, qui est brand ambassadeur chez Indeed. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Avant de commencer, ce qui est intéressant toujours, c'est de faire un état des lieux du marché aujourd'hui des seniors. D'abord, seniors, on s'adresse à qui? Aujourd'hui, on a l'impression que les seniors, c'était très âgés. Maintenant, c'est plutôt très jeune. Eric Gras, est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce on peut faire un petit état des lieux? Alors des chiffres, on en a plein. Et oui. La vraie question que vous venez de poser est la bonne. C'est quoi la définition d'un senior? Et en fait, on a beau chercher partout. Regardez Nicolas quand vous dites senior, ça m'arrange. Déjà d'une, il n'y a pas une définition unique. Par contre, il y a plusieurs définitions qui arrivent à trouver un terrain d'entente. On définit plutôt un senior à partir de 55 ans, autour de 55 ans. Par contre, beaucoup de gens commencent à se considérer seniors parce que discriminés dans l'emploi et dans le recrutement à partir de 45 ans. C'est très intéressant. On parlait tout à l'heure du taux d'emploi qui est pas très bon. Donc, au sein de l'OCDE, la France est plutôt en retrait. Dans le bas du classement. Alors, il n'y a pas beaucoup d'écart, vous le disiez, 58, 62, mais 4 points, ça fait vraiment la différence. Là, on est très mauvais. Très, très mauvais. C'est sur le recrutement des seniors. Et tous les pays qui sont bons sur le recrutement des seniors, c'est qu'en fait, ils se posent même plus la question de l'âge, ils se posent la question des compétences, notamment tous les pays du nord de l'Europe qui sont plus dans une situation de plein emploi. Et donc, on fait plus attention de savoir si la personne a 55 ou 60 ans, mais juste si elle est capable de faire le poste ou pas. Parce que ça va être une vraie question. C'est, en effet, tous les seniors n'ont pas le même accès à l'emploi et la même pénibilité selon les métiers. Oui, alors moi, en préparant l'émission, pourquoi le thème de cette émission, c'était qu'on se disait, l'âge de la retraite recule, on définit les seniors à partir de 45 ans, mais la question qu'on peut se poser, c'est finalement, entre 60 et 64 ans, on a seulement 38% de la population française qui travaille. Alors on peut reculer l'âge indéfiniment, mais aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que peuvent faire les entreprises? Est-ce qu'il n'y a pas un état d'esprit qu'il faut changer, tout simplement? Il y a complètement un état d'esprit. D'ailleurs, dès qu'on approche 60 ans, et au-delà de 55 ans, il y a des études très précises qui montrent que même souvent, on ne forme plus du tout les seniors. Donc en fait, maintenir quelqu'un dans l'emploi, c'est continuer à le former. Et encore plus aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies, les métiers évoluent. Même quand il n'y a pas de nouvelles technologies, Jamila en parlera tout à l'heure, sur ces métiers, les pratiques évoluent, le marché évolue. Et donc à partir du moment où vous ne formez plus quelqu'un, vous ne le considérez plus, vous commencez à le mettre de côté. Comme s'il était plus bon à rien, bon à jeter. Et quand on a 55 ans, par exemple, avec l'allongement de la durée de travail et du départ à la retraite, il vous reste encore 10 ans à bosser. Quand vous avez 45 ans, vous êtes juste à la moitié de votre vie professionnelle, il vous reste 20 ans à travailler. Donc, il faut en effet que les entreprises continuent à considérer, au-delà du recrutement, ceux qui sont dans l'emploi, les former, et en effet, sur certains métiers, provoquer la transition, aider la transition, pour parfois basculer sur d'autres métiers, notamment sur des métiers pénibles. On me dit souvent que c'est pas possible. Les métiers du BTP, quelqu'un qui a 55 ans, qui est maçon, qui est couvreur par exemple, là, c'est peut-être plus difficile de travailler sur un toit. Par contre, il a une vraie technique. Expertise. Il peut encadrer,
il peut intégrer les nouveaux, etc. Enfin, il a un vrai savoir-faire qu'il peut transmettre. Mais par contre, on peut adapter son poste. Je rebondis, il peut transmettre. Caroline Sarraud, le Carpentier, qui est avec nous, conférencière sur les dynamiques intergénérationnelles, cette transmission des savoirs entre une jeune génération et les seniors aussi. Et aujourd'hui, ça a été assez fréquent il y a une quarantaine d'années. Et aujourd'hui, ça revient un peu. On se rend compte que finalement, sans ce lien, ça devient difficile. On perd beaucoup quand on a vu quelques entreprises organiser des plans de départ volontaires qui sont rarement volontaires, hein, qui sont. Ça serait bien que vous partiez en fait. Écoutez, ouais, alors incitatif, parfois ça arrange pas mal de personnes de partir, et d'autres ça les arrange pas. Le problème, c'est qu'en laissant partir un pan assez important de collaborateurs de plus de 55 ans, c'est toute une part de la culture d'entreprise qui va s'échapper. Et donc les jeunes qui restent dans l'entreprise se retrouvent un peu comme orphelins en se demandant à qui ils s'en se vouer. Où est cette culture, où est cette âme imperceptible? Parce qu'en fait, la culture d'entreprise, elle a beau être écrite sur des valeurs sur les murs, en fait, c'est ce qui vit dans l'entreprise. Faut le vivre et faut le faire vivre. Donc si ces plus anciens sont plus là pour transmettre cette culture, ces valeurs, cette exigence, cette excellence dans la manière de faire, d'accueillir les autres, ça se perd et donc la culture d'entreprise va s'appauvrir et on va peut-être en recréer une autre, mais finalement la culture d'entreprise, elle se crée sur le long terme et la solidité des entreprises, elle est aussi fondée sur cette culture forte qui donne sa singularité. Alors justement, ces plans de départ volontaires, est-ce qu'ils ne sont pas un peu hypocrites? Parce que finalement, est-ce que c'est pas un moyen justement de faire partir les seniors justement? Est-ce que c'est... Moi, c'est ce que je constate. Je vois que les gens aujourd'hui qui profitent entre guillemets de ces plans de départ sont souvent des gens qui ont au-delà de 50 ans ou et encore plus ceux qui sont au-delà de 55-60. Alors, avant de répondre à votre question, attention, très proche du micro. Je voulais réagir, à ce que disait Eric tout à l'heure. En fait, nos téléphones portables, on les met bien à jour. Si un téléphone portable, on ne le met pas à jour avec iOS ou autre, il est bon à foutre à la poubelle. Donc la réaction est la même avec les gens, quel que soit leur âge. Il faut les mettre à jour régulièrement avec leurs compétences, que ce soit on parle des hard skills ou des soft skills, mais pour pouvoir être adaptable et pouvoir s'adapter à un contexte hyper mouvant et fluctuant en permanence. Et quand on observe parfois des plans de départ, il y a certaines personnes qu'on va mettre de côté ou avec qui on va proposer de partir, peut-être parce que leurs compétences n'auront pas été mises à jour. Le problème, c'est qu'en les mettant dehors, elles n'auront pas de compétences plus mises à jour que ça. Donc en fait, c'est vraiment le rôle de l'entreprise aussi. On a le droit de se séparer de ses collaborateurs. Enfin, je veux dire, une entreprise, c'est une entreprise commerciale. Elle a le droit de renouveler son capital humain. Elle a le droit d'en faire rentrer certains, d'en faire sortir d'autres. C'est tout à fait logique et normal et acceptable. La seule chose qu'on remet en cause aujourd'hui, vu le contexte ambiant, c'est l'employabilité de ces collaborateurs qui ne commencent pas à 55 ans, qui commencent à partir de 40 ans pour éviter cette désertion à partir de 45 et 50 de gens qui sont plus capables parce qu'ils sont plus connectés avec l'extérieur. On va les mettre dehors et si l'entreprise ne leur paye pas des formations a posteriori avec de l'outplacement, etc., ils vont avoir des difficultés de retrouver à nouveau un job. Donc c'est un cercle vicieux. Il faut vraiment l'entreprise a un rôle social. Tedjani, vous êtes directrice DRH de WeCare. Alors vous, le mot senior, ça résonne partout chez vous. C'est vraiment le cœur du métier. Absolument. D'abord, on a une raison d'être qui est mieux grandir, mieux vivre et mieux vieillir. Et cette raison d'être, elle s'adresse aussi bien à nos clients qu'à nos collaborateurs. Donc ça fait partie de notre ADN, ce mieux vieillir, y compris chez WeCare. Comment vous déployez justement ces seniors? Alors vous êtes au plus près, c'est vraiment du service pour les seniors, mais fait aussi par des seniors? Absolument. On a toute une partie de nos collaborateurs qui sont en cumul emploi-retraite, qui sont très heureux d'être chez nous et que nous sommes très heureux d'avoir également chez nous. Ce sont des collaborateurs qui, pour diverses raisons, alors ça peut être des raisons financières parce que les pensions de retraite sont relativement faibles. Oui. Ça peut être pour une question d'engagement complètement, d'avoir une mission qui a du sens, tout en conservant un certain niveau et une certaine qualité de vie.
en allant apporter de l'aide à des personnes qui en ont besoin. Et des exemples comme ça, on en a énormément. Il y a aussi une notion d'utilité, j'imagine, pour les seniors, de se dire qu'on a besoin de se sentir utile. Ah ben absolument. Ouais. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a un turnover chez nos seniors, même si j'aime pas beaucoup le mot, en fait, qui est beaucoup moins important que sur d'autres tranches d'âge de nos collaborateurs. On a chez nous une collaboratrice qui a 68 ans, qui est à la retraite depuis quelques années, et qui a un seul client qui a 101 ans. Et elle veut travailler chez lui, et elle ne veut travailler que pour lui. Elle réalise 8 heures par semaine chez ce client, et ça se passe comme ça, et ça se passe très très bien, et elle est ravie de travailler comme ça. Mais là, il y a quand même un lien presque familial à vouloir s'occuper d'une seule personne. Mais exactement, mais en même temps, on est dans les métiers de l'humain. C'est vraiment notre cœur de métier. Donc forcément, on a un lien un petit peu unique et très à part. On va revenir sur les atouts, bien entendu, des seniors en entreprise, la valeur ajoutée. Vous le disiez tout à l'heure sur l'expertise, l'expérience et ce lien entre les générations. On en parle dans un instant. Si toutefois vous voulez réagir, vous avez le droit à 0826 300 300. On fait une petite pause. C'est les vraies voix de l'emploi. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. 19h-20h. Les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi jusqu'à 20h avec nos invités. Jamila Tedjani qui est avec nous, DRH de WeCare, Caroline Sarraud, le Carpentier qui est conférencière sur les dynamiques intergénérationnelles, et Eric Gras, expert du marché de l'emploi, et bien entendu Nicolas Leroy qui est avec nous, qui est DRH du groupe Fiducial. J'ai envie de revenir sur finalement les atouts des seniors, parce que pendant très longtemps on s'est dit ils sont beaucoup plus âgés, donc ils vont partir. Mais en revanche, Eric Gras, les seniors ont une expertise qui est quand même assez importante, et une culture d'entreprise aussi. Oui, alors Caroline y reviendra tout à l'heure, mais le côté intergénérationnel est vital. Et d'ailleurs, il y a des études très poussées qui ont démontré que les entreprises qui ont une vraie diversité en termes d'âge et de genre sont beaucoup plus performantes que les autres. On avait même fait des études sur les startups, scale-up, etc. Et les jeunes eux-mêmes disaient à plus de 80% que quand il n'y avait pas de seniors, en fait, ils n'arrivaient pas à se projeter. Et donc, les jeunes ont besoin d'apprendre des seniors. Les seniors ont besoin de transmettre aussi, ce que vous disiez tout à l'heure. Et parmi les forces, il y a ça. Il y a un vécu. On entend beaucoup, par exemple, aujourd'hui, oui, les seniors, ils sont obsolètes par rapport aux nouvelles technologies, etc. Quand on a 50 ans, ce qui est mon cas, on a quand même connu la naissance du bebop, d'Internet, du Minitel. Arrêtez, vous me faites mal. Non mais, je veux dire, des révolutions numériques, on en a connu beaucoup. La génération qui vient d'arriver est née avec un smartphone et Internet dans les mains. Donc on a aussi cette capacité d'adaptation qu'ont peut-être un peu moins les jeunes. Donc dans la notion de transmission, c'est vraiment vital. Et il y a une complémentarité, c'est-à-dire qu'il faut arrêter d'opposer les gens et les générations. Ce qui marche très bien, c'est justement la force des uns et des autres. Moi, je voudrais rajouter quelque chose. On parle beaucoup de seniors. Alors, il y a des discussions, notamment avec la NDRH aujourd'hui, sur se dire est-ce qu'on doit parler du mot senior ou est-ce qu'on doit plus parler de professionnels expérimentés ou salariés expérimentés. Voilà, donc c'est deux thématiques. Alors, quand on travaille avec... et un jeune, on l'appelle plus jeune. Si. Alors, mais tu vois, par exemple, Schneider, qui est une entreprise remarquable dans sa interaction dans sa gestion des seniors, impose le mot senior en disant les mots ont un sens et on va continuer à les appeler comme ça. Voilà. Moi, je suis au comité d'administration de la Fédération Senior Force Plus. Voilà, pareil. On pose le mot parce qu'en fait c'est pas le mot qui est problématique, c'est les préjugés et l'image qu'on en a derrière. Exactement. Donc on ne sait pas en changeant le mot qu'on va changer. Et deuxième chose, je voudrais juste rajouter ça aussi par rapport au mot senior, il y a une grande complexité derrière ça. En fait, les seniors, je dis ça, Eric, quand tu dis, je peux te tutoyer ? Oui. Quand on dit la transmission, en fait, les seniors ou personnes expérimentées sont pas là que pour transmettre. Il y en a qui refusent de transmettre parce qu'ils sont encore beaucoup dans une démarche de créativité, de prendre un nouveau job, de continuer à grandir, à se former. Donc c'est le rôle de tout le monde de transmettre, même si vous non, bien entendu. En tout cas, juste de dire, il faut pas les enfermer cantonner dans un rôle de transmission. En tout cas, pardon, Nicolas. Oui. Mais Eric, justement. On disait tout à l'heure les startups,
le cheveu gris n'est pas tellement la mode dans ce genre d'entreprise. Si on veut rester aujourd'hui dans le coup, on va dans toutes les boîtes, je ne vais pas les citer, mais aujourd'hui très tendance, on voit très peu de gens de plus de 40 ans au recrutement, mais également aussi sur les plateaux, quand on se balade sur les open space, on n'en voit pas beaucoup. Donc là dans la posture de ces boîtes, c'est quand même, si on est branché, il faut avoir des jeunes. Ouais, alors tu as tout à fait raison, et la première raison, c'est qu'il y a en effet beaucoup d'a priori sur les seniors. C'est qu'a priori, ils ne sont pas capables d'eux. Et déjà, dès l'offre d'emploi, la plupart des offres d'emploi sont discriminantes. Quand tu dis, par exemple... Oui, j'ai une mauvaise exemple. Tout bête, recrute, jeune, commercial. Voilà. Quand tu es senior, tu te dis, c'est pas pour moi, je vois bien que c'est pas l'état d'esprit. Quand tu dis niveau minimum bac plus 4, bac plus 5, avoir un bac plus 4, bac plus 5 il y a 30 ans, c'était quasiment mission impossible. C'était le bac plus 2 d'avant. C'est aussi une façon de discriminer, etc. Même si tu as un entretien, que tu arrives dans l'entreprise et qu'en effet, tu vois que la moyenne d'âge est 25 et que tu es le seul senior, tu vas t'exclure un peu par toi-même. Ces entreprises, elles sont en train d'évoluer parce qu'elles se rendent compte qu'en effet, je parlais tout à l'heure de mixité, les jeunes ont besoin d'avoir aussi cette mixité-là. Et un senior va avoir des compétences, une expertise que mécaniquement, un jeune ne peut pas avoir parce qu'il faut du temps. Donc ce qui est important, c'est la complémentarité des deux. Le plus dur, c'est le premier pas. Quand tu es en effet une start-up, tu viens de te créer et que... il y a 20 jeunes et que tu as le premier senior, entre guillemets... Qui a 22 ans. C'est compliqué. La même chose, il y avait ce débat, il y a encore ce débat d'ailleurs entre les hommes et les femmes, sur des entreprises où les métiers sont extrêmement masculins. La première femme qui arrive dans l'entreprise ou dans le service, c'est compliqué. Après, une fois que c'est impulsé, ça va tout seul. Le terme d'Éric, c'est l'effet de halo. L'effet de halo, c'est un des biais qui veut que la jeunesse soit synonyme de créativité, d'innovation. Alors que... Voilà, donc, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est pas que le cas, en tout cas. C'est ça. Jamila Tedjani, DRH de WeCare. Oui, par rapport à ce que vient de dire Éric, alors moi je suis sur un secteur d'activité qui est très concurrencé par les métiers de l'hôtellerie, du BTP. Et en fait, on s'est aperçu qu'on allait tous toujours chercher le même type de profil, le même type de candidat. Et le marché du travail s'est tellement tendu qu'il a fallu ouvrir un petit peu ses chakras. Et on a décidé, en tout cas chez WeCare, de renverser la tendance et d'aller chercher en fait tous les profils qui sont éloignés de l'emploi. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui ont envie, peut-être. Exactement. C'est les gens qui ne cochent pas toutes les cases. Ouais. C'est les gens à qui les autres ont dit non. Moi, j'ai envie de leur dire oui. Venez chez nous. On va vous accompagner, quel que soit votre profil, quelles que soient vos expériences professionnelles, parce qu'en fait, avec le temps, on se rend compte qu'on n'a pas une vie professionnelle. Et puis, par rapport au plan de départ volontaire, en fait, on se rend compte que les individus qui sont dans les entreprises, de par leur expérience, de par leur passé, ont une richesse à mettre en valeur et à partager. Donc nous, on va chercher toutes les personnes qui sont éloignées de l'emploi. Et j'ai envie de dire qu'on est senior friendly. Ouais. Alors le terme est horrible. C'est quoi la moyenne d'âge C'est très jeune chez moi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 36 ans. Ah oui. Alors, dans mon service, par exemple, c'est 36 ans. Je suis la plus âgée, je suis carrément la plus vieille, mais justement je vais chercher des profils qui sont un peu plus capés, parce que ma pyramide des âges dans mon service, alors j'ai 70 personnes, elle est déséquilibrée. Et je me rends compte que, alors c'est un héritage que j'ai, mais c'est à moi d'inverser la tendance pour la rééquilibrer. Mais ça veut dire que vous allez, pardon Nicolas, vous pourriez aller jusqu'à quel âge? Parce que ça aussi c'est intéressant. Il n'y a pas d'âge. D'accord. Moi, exactement. Pour moi c'est absolument pas un critère. Moi je vais rechercher des compétences. Tout dépend de la tâche, j'imagine. Alors oui, mais tout dépend vraiment, dépend des compétences et de la motivation. Ouais, motivation. Moi, j'ai pas quelqu'un qui a 68 ans et qui voudrait prendre une mission chez moi parce que j'ai un besoin particulier. Au contraire, il est le bienvenu. Il y a l'image du senior aussi, pour lequel les métiers où il y a beaucoup de pénibilité sont moins habilités, on va dire, à les faire. Est-ce que vous, chez vous, c'est des métiers physiques, est-ce que finalement vous avez des stats ou des éléments qui puissent contredire un peu cette idée reçue ? Alors, on a différents types de métiers chez nous. On a de la garde d'enfants, on a du ménage-repassage et on a du senior et on a ce qu'on appelle aussi le handicap. Alors, c'est des métiers un peu spécifiques qui nécessitent un peu plus de soins, par exemple. Exactement, qui nécessitent d'autres compétences et une assistance 24 heures sur 24. Sur la partie ménage-repassage, effectivement, on intervient chez les particuliers. Donc, on a chaque domicile est spécifique.
ça nécessite une adaptation à chaque fois de la part de nos collaborateurs. Mais on les aide dès le départ, dès leur entrée dans l'entreprise, en leur proposant des formations sur les gestes et postures. On les aide en fait à prendre soin de leur santé dès le départ. On n'attend pas que les TMS, les problématiques de TMS arrivent, parce que tôt ou tard ça arrive. On est vraiment sur la prévention et l'accompagnement de nos collaborateurs. Est-ce qu'on a l'un ou l'autre des entreprises aujourd'hui que le fait de garder ou de reprendre des seniors a créé de la compétitivité, par exemple, entre les équipes? Compétitivité positive? Positive, bien sûr. Écoute, moi je donne l'exemple de... Pardon, excusez-moi, j'ai le tutoiement hyper facile. Non, mais c'est pas grave. Moi, tout me va, moi. Il y a cette cabinet de conseil qui a décidé de réembaucher des seniors à partir de 50 ans pour des changements de carrière. Donc, ils font des appels à candidature, uniquement des personnes plus de 50 ans, à qui ils vont réapprendre le métier, qui sont les formateurs, les jeunes. Ah, c'est génial. Ils sont embauchés au salaire de jeunes consultants. Et donc, les clients qui sont en face du cabinet de conseil gagnent deux choses. Gagnent une personne expérimentée par son bagage de vie, plus avec sa naïveté qui arrive avec la manière de gérer ses nouveaux clients. Et de la motivation. Et de la motivation, parce que ce sont vraiment des gens qui ont... Donc, c'est un deal qu'ils ont passé avec l'APEC. Donc, l'APEC les reforme. Et c'est fascinant, et puis ça se passe très bien. Il y a une très belle harmonie à l'intérieur du groupe. Mais sur des métiers qui sont très loin de ce qu'ils c'est de la reconversion complète. D'accord. C'est de la reconversion complète. Voilà. Donc je trouve ça, c'est une initiative très bonne, et ils en ont embauché 10 l'année dernière. Et d'ailleurs, on va avoir de plus en plus de seniors juniors dans les années à venir. Alors ça devient compliqué. Mais c'est tout bête. Mais en France aussi, on parlait de la France par rapport aux autres pays, on stigmatise les gens, et donc si on continue à recruter uniquement sur la base du CV, on n'est pas son CV. C'est-à-dire que c'est pas ce qu'on a fait il y a 20 ans qui nous définit ce qu'on est aujourd'hui, et souvent on est cantonné. On parle aussi beaucoup d'IA qui peut aussi se baser que là-dessus. Si on se base sur la motivation, l'envie, les compétences, exactement ce qu'a dit Djamila avant, on peut avoir des gens autres. Et notamment, on peut se dire à 45 ans ou à 50 ans, je démarre un nouveau métier. On n'est pas plus bête qu'un autre, on a le droit de redémarrer de zéro ou quasiment de zéro. On a des compétences Nicolas Leroy, il se découvre animateur radio. Voilà, absolument. Donc c'est aussi une façon de recruter. Ouais. Et les entreprises les plus innovantes, entre guillemets, dans la matière, sont souvent les entreprises qui ont le plus de mal à recruter. Donc, par définition, elles oublient un peu l'idéal des prérequis et elles vont à l'essentiel. J'ai besoin de telle ou telle compétence, peu importe l'âge, peu importe le sexe. Et au final, elles ouvrent un peu plus leur chakra. Il y a vraiment deux enjeux, Il y a vraiment deux enjeux. Il y a le fait de garder ces collaborateurs expérimentés et le fait de les recruter. Aussi. Donc, la première chose, c'est déjà de bien s'en occuper quand ils sont chez nous. Et puis, si j'ai l'occasion de pouvoir les recruter pour gonfler des équipes, etc. Vous m'apportez ma transition toute gagnée maintenant, puisque les défis de l'intégration, justement, de ces nouvelles équipes qui reviennent au sein de l'entreprise, on en parle avec nos invités dans un instant. Merci, vous êtes passionnants. On est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons Sud Radio. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voies d'emploi sur les seniors. Alors senior, ça veut tout et rien dire. Bien entendu, c'est un mot générique puisqu'on peut être senior à 45 ans et à 68. Avec Djamila Tedjani qui est avec nous, DRH de WeCare, Caroline Sarrault-Le-Carpentier, conférencière sur les dynamiques intergénérationnelles, et Éric Gras, expert du marché de l'emploi, et bien entendu mon comparse Nicolas Leroy. Les défis de l'intégration, et vous vouliez rebondir tout de suite, Éric Gras, de dire attention, il y a des préjugés, des non-dits, des choses qui sont dites sur les seniors. C'est ça que vous m'avez dit hors antenne ou pas du tout? Oui, absolument. On a fait plusieurs études avec... Comme quoi, j'ai de la mémoire maintenant. avec Opinionway, qui montre que 80% des gens en entreprise veulent qu'il y ait des seniors et plus de seniors. Et c'est même 80% à peu près disent qu'en effet, il y a des vraies discriminations à l'emploi. Et quand on creuse, c'est... et pourquoi, d'après vous, votre entreprise ne recrute pas de seniors? Et il y a deux a priori qui reviennent systématiquement. Un senior, c'est cher. Oui. Et un senior, ça tombe malade. Alors, deux choses, deux contre-arguments. D'une, et là c'est hyper factuel, il faut regarder les chiffres de la sécurité sociale, il y a ce qu'on appelle le taux de fréquence et le taux de gravité. Le taux de fréquence, c'est le nombre d'arrêts, et on peut le regarder dans toutes les entreprises, le taux de fréquence des seniors est en moyenne 4 fois inférieur aux jeunes de moins de 30 ans. Donc un senior s'arrête pas pour des petits bobos. Parce que c'est une culture d'entreprise de longue date. Oui, je pense que c'est une culture où on prend sur soi, etc. Alors je stigmatise pour le coup entre les jeunes et les moins jeunes, mais
factuellement, après, je ne sais pas pourquoi, mais il y a 4 fois moins d'arrêts maladie chez les seniors que chez les juniors. Par contre, le taux de gravité est plus élevé, c'est-à-dire qu'en gros, quand un senior s'arrête, c'est pour une bonne cause, et donc l'arrêt est plus long. Et la deuxième chose, c'est sur la rémunération. Je crois que c'est Caroline qui l'a dit tout à l'heure, ou Nicolas aussi, et c'est très vrai. Quand on a passé un certain cap, un certain âge, par exemple, au-delà de 50 ans, souvent les enfants sont grands, la maison est parfois payée, on a plus envie d'avoir un job où on se fait plaisir, on va peut-être travailler plus à temps partiel qu'à temps plein, etc. Donc la notion de rémunération est souvent beaucoup moins importante à 50, 55, 60 ans qu'à 25, 30, 40 ans, parce qu'on a besoin de construire, on a besoin de payer une maison, on a besoin de payer les études des enfants ou autre chose, etc. Donc l'aspect rémunération aussi est faux, c'est pas parce qu'on paye quelqu'un pour ses compétences qu'on doit le payer par rapport à son dernier poste ou sa dernière expérience. Alors, je rebondis sur ce que dit Eric, parce que moi, je le constate au quotidien, les gens qui viennent dans mon bureau. Effectivement, entre 35 et 45 ans, les candidats sont beaucoup sollicités et ils sont très attachés pour des raisons d'ambiance familiale. Il faut effectivement la rémunération est le sujet numéro 1. J'en ai une ce matin qui m'a dit, moi aujourd'hui, c'est pas le salaire que je vais garder, c'est je veux trouver mon entreprise pour finir ma carrière. Et donc aujourd'hui, les seniors regardent la visibilité et la rémunération est un critère qui intervient loin derrière les gens qui ont entre 30 et 40 ans, dont c'est le sujet évidemment majeur, parce que vous voulez faire grandir votre rémunération, parce que c'est le moment de la carrière. Et donc je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Cette thématique qui consiste à dire que les seniors sont chers, oui, ils sont un peu plus chers qu'un junior de 25 ans, mais en tout cas, l'aspect rémunération devient secondaire après 55 ans. Jamila Tedjani, oui, moi j'ai un petit dogme là-dessus. Je dis toujours que l'incompétence a un coût, la compétence a un prix. C'est beau. Pour moi, ça on vous résume citera bien dans les 40 choses. ans. J'espère bien, Cécile. Donc, effectivement, cette histoire de rémunération, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Eric sur l'évolution, l'évolution dans le monde du travail. Des jeunes vers l'âge de 30 ans, il y a un besoin important, il y a besoin de faire un gap important en termes de rémunération parce qu'il y a la naissance des enfants, parce que il y a le premier achat, parce que il y a des besoins de garde d'enfants. Donc il y a un niveau de vie qui est tel que la pression sur la rémunération est importante. Mais est-ce qu'on peut donner des chiffres ? Est-ce qu'on a le droit de donner à peu près des chiffres en disant, pardon de vous couper, Jamila, mais quand on est senior, est-ce que quand on revient sur le marché du travail, on est plutôt quoi ? Dans les 2 000 euros, 3 000 euros, c'est quoi ? C'est complètement aléatoire selon les métiers. Il n'y a pas de fourchette. Non, pas du tout. Et en plus, ça dépend et des métiers et de la nature des contrats. Par exemple, dans l'intérim, il y a des seniors qui sont hyper recherchés pour leurs compétences sur des métiers de soudeur, de tourneur, de fraiseur, d'ajusteur, de monteur, dans le BTP, etc. Des métiers hyper techniques, conducteurs de poids lourds, super poids lourds, etc. Eux, ce sont des stars. Donc la rémunération horaire, elle est excessivement élevée parce que justement, ça a un prix, ça a une vraie valeur. Par contre, c'est eux qui ont la main et qui décident de travailler ou de pas travailler. Voilà, donc ça dépend vraiment de la nature du contrat et des métiers. Il y a 2 exemples que je voudrais donner. Au Japon, vous êtes plus payé quand vous avez 30 ans que quand vous en avez 60. Parce qu'on part du principe, en effet, que vous êtes très demandeur en termes de finances. D'accord. Pour toutes les raisons qu'on vient de donner. Donc c'est un rapport à l'argent qui est particulier. Un autre exemple en Suède, qui est différent. Une fonction égale un montant de salaire. Donc, quel que soit votre argent, vous allez faire un travail. Donc, ce travail vaut de l'argent. En France, on gagne de l'argent avec l'ancienneté. Donc, vous accumulez cet argent. Certaines personnes refuseront de baisser leur salaire, alors même qu'on leur propose un job. Donc, ce sujet du salaire est toujours un sujet un peu critique. Mais ça veut dire qu'il y a une pédagogie à mettre en place quand même. Il y a une pédagogie dans les deux sens et de se rendre compte qu'en fait le salaire, il n'y a que vous qui le connaissez et que parfois il y en a, c'est par désirabilité sociale et ils se disent mais je vais gagner moins d'argent. Mais qui le sait en fait ? Entre votre employeur et vous, il n'y a que vous qui le savez, votre argent. À moins de le dire à tout le monde, bon j'ai pris ce job, mais bon j'ai quand même baissé de 15%. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire ? Garde-le pour toi. En fait c'est le salaire, en fait, on le voit dans le regard de l'autre. Mais tant qu'on ne le dit pas, je projette sur vous que vous gagnez beaucoup d'argent. Et c'est tout. Donc en fait le salaire, c'est un truc très tabou quand même. Ce qui est sûr, c'est que les gens qui veulent changer entre 30 et 40 ans demandent systématiquement au moins 20% d'augmentation. Ce qui n'est plus le cas sur les cadres après 55 ans, qui, je veux dire, ont regardé des paramètres différents, l'intérêt du job et surtout la pérennité. Alors ça s'est calmé parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie transparence sur les salaires. Sur Indeed, on est passé d'un tiers à quasiment 60% des offres d'emploi qui affichent le salaire. Et je rappelle qu'il y a une directive européenne qui va imposer
à tous les pays de l'Union européenne la transparence des salaires. Donc il faudra afficher une fourchette des salaires pour tous les nouveaux jobs à partir du printemps 2026. Donc ça va arriver très vite. Le principe de base, c'était l'égalité homme-femme. Donc voilà, et c'est exactement ce que vient de dire Caroline, c'est-à-dire un job égale une rémunération. Donc en fait, on ne va pas te proposer une rémunération en fonction que tu sois un homme, une femme, que tu aies 35 ou 50 ans. Donc ça va permettre de faire avancer les choses. Et aujourd'hui, notamment sur Indeed, on voit les salaires pratiqués par métier, par bassin d'emploi. Et donc les gens se renseignent. Donc ça évite la surenchère aussi. C'est-à-dire que sur certains métiers, notamment du service à la personne, métier hospitalier, etc., on sait qu'il y a une grille de salaire. On ne peut pas demander 30% de plus. Enfin, on peut toujours demander, mais... Je précise sur les cadres qui oui, tu as raison. Caroline. On essaye plus sur ces profils-là. Elle a levé le doigt, elle a le droit. Oui, j'ai levé le doigt. Mais ça veut dire que si on se dit, et je continue dans cette dynamique-là, si on se dit qu'une fonction égale un salaire, d'accord, une personne qui a 50 ans, 55, a priori connaît le job. Ouais. Donc il va aller un peu plus vite, hein, un peu moins d'erreurs. Il connaît un peu plus de monde. Donc la question, c'est comment l'entreprise va-t-elle gérer ça ? C'est-à-dire que cette personne-là qui va arriver ne peut plus avoir le même job. Elle va devoir prendre celui-là plus un autre, pour pouvoir l'optimiser à 100%. Absolument. Sinon, c'est pas juste. C'est pas juste qu'une personne qui arrive à faire plus gagne autant qu'une personne qui est novice dans son job. Donc c'est pour ça que les entreprises, elles sont en phase d'un vrai changement de paradigme actuellement, par la transparence, par l'évolution de tout ce qu'on est en train de se dire en ce moment, de flexibilité, de réaménagement des jobs. Est-ce que la situation géographique, c'est-à-dire ruralité, périurbain, urbain, là ça change encore la donne? Est-ce que, Éric Gras, est-ce qu'on est plus enclin dans les grandes villes à prendre des seniors plutôt que, ou pas du tout? Alors, il y a un véritable enjeu qui s'est accéléré considérablement depuis le Covid, c'est l'enjeu de la mobilité. La distance entre le domicile et le lieu de travail devient un vrai problème ou un vrai sujet, et notamment en région. Comme les infirmières libérales, par exemple. Oui, c'est ça, mais et notamment sur les métiers du service à la personne, les entreprises les plus performantes sont celles qui proposent le plus de travail, entre guillemets, à proximité immédiate du domicile, parce que ça coûte, donc on est sur des salaires au SMIC, proche du SMIC, voire, comme c'est parfois des temps partiels, en dessous du SMIC, en valeur absolue. En province, il faut quasiment, quand on est deux à travailler, 2 voitures. C'est comme ça parce qu'il n'y a pas assez de transport en commun. Donc en termes de gains de pouvoir d'achat, si vous pouvez économiser une voiture sur 2 dans le foyer, en termes d'essence, d'entretien, de coûts, etc., c'est considérable. Considérable. Donc en effet, il y a une véritable inégalité entre les grandes villes qui ont des moyens de transport en commun développés et les autres. Et ça, c'est valable pour les jeunes et les moins jeunes. Oui, et ça, c'est difficile pour les entreprises, forcément, de travailler avec, sur ce sujet-là, justement, de la distance. Vous qui vous êtes représenté un peu partout en France aujourd'hui, donc c'est en tout cas un paradigme dont il faut tenir compte. Absolument. Et puis alors, il y a aussi une vraie dualité entre Paris et la province. Bien sûr. Le groupe Wicker est basé au Mans. On n'en sortira jamais de ça. Ça c'est territoire. Nous sommes basés au Mans. Donc sur une équipe de 70 personnes qui est la mienne, j'ai 50% qui habitent au Mans et j'ai 50% qui habitent dans l'Orne, à Rennes, à Nantes, voire au fin fond de la Bretagne. Donc, pour capter toutes ces personnes-là, ça demande effectivement d'être attractif. Une organisation. Et une organisation. Ouais, c'est ça. On parle beaucoup d'ailleurs du retour au travail. Je donne des cours dans les écoles à des jeunes qui ont 23, 24 ans. Certains n'ont jamais connu le télétravail. Donc, ils connaissent que l'entreprise. Donc, pour eux, c'est abscon de pouvoir même imaginer de ne pas être sur le lieu de travail. D'autres, en revanche, l'ont connu et n'imaginent pas. Donc, ce qu'ils, en tout cas, se rendent compte, c'est que le lien social, la machine à café dont on parle, c'est quand même des moments. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises dans les machines à café, dans ces lieux de discussion informels. C'est là où se passe la culture d'entreprise. C'est là où se transmettent beaucoup d'informations, parce qu'il y a moins d'enjeux que dans une salle de réunion où on a des effets de pouvoir. Donc, il y a ce point entre la flexibilité et l'anarchie, c'est ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que, c'est au milieu, c'est-à-dire qu'une entreprise a besoin d'une organisation, d'un cœur battant, et un cœur battant, et de revenir. C'est vraiment nécessaire. C'est beau ce que je dis. Ouais, non, mais c'est en fait ça, c'est en fait une raison de vivre et des règles. En fait, les règles, c'est le cadre. C'est comme dans une famille avec des enfants, il y a des règles et un cadre à respecter. C'est l'équité en fait, c'est le principe de l'égalité. Et c'est comme ça qu'on garde la singularité d'une entreprise. Et dans un instant, on reviendra avec cette dernière partie en disant quels sont les points d'amélioration. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider les entreprises, en tout cas, à s'ouvrir et à se rencontrer avec les seniors? On en parle dans un instant. Merci en tout cas de votre fidélité. On est ensemble jusqu'à 20h.
Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est vrai que moi, ça fait des années maintenant que j'écoute Sud Radio et à chaque fois, c'est un plaisir de retrouver vos émissions du matin, de l'après-midi, du soir, c'est top. Sud Radio, parlons vrai. Mademoiselle. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi jusqu'à 20h avec Nicolas Leroy qui est avec moi pour m'accompagner parce que toute seule j'ai peur. Non, ça va. Jamila Tedjani est avec nous, DRH de WeCare, Caroline Sarrault Carpentier, conférencière sur les dynamiques intergénérationnelles et Eric Gras, expert en marché de l'emploi. Donc une fois qu'on s'est dit tout ça sur les seniors, comment aujourd'hui on le déploie dans les entreprises? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça se déploie facilement et rapidement, par exemple, Eric Gras? Justement, ce qui est important. C'est interdit, ce mot est interdit ici. C'est le mot interdit. Je vais le montrer à mes auditeurs. Ce mot est interdit, il est barré parce que Nicolas Leroy n'arrête pas de le dire. Non, ce qui est important, c'est qu'il y a deux choses. C'est le maintien à l'emploi qui est déjà le premier sujet et qui va être le sujet majeur, parce qu'on a beau rallonger, etc. Si on considère pas, on traite pas les seniors bien comme il faut, on les forme pas, on aura un problème. Si on traite pas les forme pas, ça c'est le premier moindre. Et on voulait les comme on met à jour quelqu'un qui a 25 ou 40 ans. Okay. C'est exactement comme le téléphone portable. Comme le téléphone portable. On considère tout le monde de la même façon et donc on met à jour les gens, voilà, tout simplement, pour qu'ils restent employables dans l'entreprise ou au-delà de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est le recrutement. Donc le recrutement, dès l'offre d'emploi, il faut arrêter de discriminer, donc par rapport à des diplômes, par rapport à tout un tas de choses qui sont discriminantes à la fois des fois pour les jeunes et des fois pour les seniors. Parce que les deux publics les plus discriminés en France, ce sont à la fois les seniors et les jeunes de moins de 25 ans. Voilà. Donc arrêter de se baser uniquement sur le CV, ouvrir ses chakras, baser sur les compétences, les aptitudes, la capacité à faire des personnes et on arrivera à recruter plus de seniors. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire des testings comme on a fait à un moment, comme la diversité, justement, ne serait-ce qu'aller dans les entreprises pour voir le nombre de seniors qu'il y a, parce qu'aujourd'hui on nous met des stats, tout le monde remonte un peu ces bonnes pratiques. Est-ce que c'est imposé ou proposer des alternatives? C'est le grand débat politique du moment. C'est en gros, est-ce qu'il faut des quotas comme sur l'égalité homme-femme, etc. Donc il y a une moitié de pour, une moitié de contre, et Caroline donnera son avis. C'est que parfois il faut un quota, une règle ou une loi pour faire avancer les choses. Tristement, c'est comme ça. Ou des sanctions, ou quelque chose... Il y a beaucoup de bonnes intentions, beaucoup d'annonces. Après, on peut moi, je vois en allant dans beaucoup d'entreprises, ce que je disais tout à l'heure, on se balade sur les plateaux, on voit pas beaucoup de cheveux gris. Moi, c'est vraiment ce qui me frappe. Alors, chez Fiducial, nous, on en recrute beaucoup, donc je suis un peu... je suis un peu confort. Parce que les seniors n'ont plus les cheveux gris. C'est pour ça que vous ne les voyez pas. Caroline. Donc, très bonne question, parce que pour améliorer, il faut mesurer. Et le gouvernement avait proposé récemment l'index senior qui avait été refusé par le MEDEF. Et aujourd'hui, seule la fédération Senior Force Plus a mis en place le Senior Score, qui est un outil d'autodiagnostic sur 8 piliers: la formation, la gouvernance, l'emploi, la formation, l'intergé, sur lequel vous pouvez vous noter. Vous obtenez une note comme le Nutri-Score, ça s'appelle le Senior Score, c'est pour ça que des notes de A à E. Et si vous obtenez un E, D, C, vous avez alors 100 propositions issues des meilleures entreprises françaises pour vous aider à basculer du C au B ou du B au A. Exactement. Et aujourd'hui, l'APEC le plébiscite cet outil-là, la NDRH également, France Travail. Voilà, donc c'est un outil qui permet de mesurer et d'améliorer, puisqu'on voit d'où on part et jusqu'où on peut aller. Et il y a même de la pondération sur les métiers difficiles. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que y a plein d'entreprises aujourd'hui qui ne savent pas par quel bout prendre le sujet. Donc faut les flécher en fait. Complètement. Le meilleur moyen, c'est la technique des petits pas. Commencer déjà par faire un audit en interne. Qui sont mes seniors ? Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas une entité identique. Tous les seniors ne se ressemblent pas. Et je reprends Schneider, qui est un cas pour moi exemplaire, qui a fait des personas, comme on a en marketing des personas. Là, il y a 4 types de personas dans les seniors après des longues études qu'ils ont fait en France et à l'international. Ils se sont dit, il y en a certains qui veulent transmettre. Il y en a qui veulent partir à la retraite. Il y en a qui sont contents dans leur job et il y en a qui veulent changer de job et progresser. Et ben ces 4-là, on va leur proposer des projets différents de formation, d'accompagnement, d'évolution. Et c'est ça en fait qu'il faut faire. Première étude, audit, et puis après de qui on parle vraiment. Et Jamila, vous, en termes d'entreprise, est-ce que vous seriez d'accord, qu'est-ce que vous pensez des quotas? Parce qu'il y en a déjà beaucoup, on a beaucoup de contraintes en France. Est-ce que vous pensez que ce serait pas finalement le meilleur moyen?
Alors, moi, je fais le parallèle avec la contribution AGFIP et le fait que les entreprises doivent avoir 6% de personnes reconnues travailleurs handicapés dans leur effectif. Ouais. J'ai le souvenir, puisque je l'ai connu à l'époque, la loi du 11 février 2005, qui est venue apporter beaucoup d'obligations auprès des entreprises par rapport à ces personnes handicapées, et je vois l'évolution. Effectivement, quand la loi a été votée, ça a été un tollé auprès des entreprises, mais 20 ans après, on voit bien que les mentalités ont évolué, que aujourd'hui le handicap... c'est quasiment donc vous plus dites que un ce serait le seul problème. moyen finalement de les contraindre. Effectivement. Alors contrainte là financièrement, je suis pas forcément favorable. Exactement. Je suis pas forcément favorable au fait que ça soit contraignant financièrement, mais avoir une contrainte qui soit aussi inscrite dans nos politiques RSE. Pour moi, ça devient indispensable. Je fais le lien entre l'inclusivité, que ça soit aussi bien des seniors ou tout type de population qui sont éloignés de l'emploi, et la politique RSE. Et je vois que ça peut être un formidable accélérateur pour les entreprises. Éric Gras. Après, oui, juste, il va y avoir une sanction qui va arriver dans les prochaines années, parce que de toute façon, il y a une inversion de la courbe démographique en France. Donc, de toute façon, ça va être de plus en plus difficile de recruter, et on va vers une situation de plein emploi, quoi qu'on fasse. Donc, et la population vieillit surtout. Oui, absolument. Mais c'est vrai, même avec une croissance faible ou nulle, en fait, il y aura beaucoup plus de départs à la retraite sur les 25 prochaines années que d'arrivées de nouveaux entrants actifs, parce que on a un déficit démographique. Donc, les seniors, il y en aura de plus en plus dans le poids des actifs en France. Et donc, ils vont regarder à travers la marque employeur, les notes, les avis et tout, déjà quelles sont les entreprises inclusifs sur ce sujet et qui ont des vrais éléments de preuve. Donc ceux qui n'ont pas travaillé ce sujet, ceux qui sont très en retard ou ceux qui font juste de la com, ça va se voir très vite et donc ils vont perdre en attractivité. Caroline, il faut aussi oser dire les choses. Oser quand vous êtes dans une entreprise, dire moi j'ai envie de tester un nouveau métier. Vous me payez moins cher, machin. Il y a peut-être un deal aussi à trouver avec les entreprises en interne. Alors oui, c'est pour ça que je parle de co-responsabilité souvent. Oui. La situation des seniors, c'est pas que la faute des entreprises. Hein, donc pour moi il y en a trois. C'est un triptyque. Même 4. Le gouvernement, on en parlait tout à l'heure pendant la mi-temps, pendant la pause. Justement, le gouvernement, je voulais y revenir. Est-ce que finalement il n'est pas complice ? Il nous reste 1 minute. Ah oui. Est-ce que finalement il n'encourage pas les gens à partir en retraite plus vite ? Je ne suis pas sûr qu'il ait encouragé. En tout cas, il a permis aux entreprises de le faire simplement parce qu'il les récupérait derrière et il leur permettait d'avoir des allocations chômage extrêmement généreuses. Donc l'entreprise pouvait s'en séparer plus largement. Aujourd'hui, le gouvernement est beaucoup plus frileux à en donner. Donc responsabilise beaucoup plus les entreprises. Pardon, je voudrais juste corriger quand même. Les entreprises, quand elles licencient des personnes qui ont un certain âge, elles ont des taxes supplémentaires. Quand même. Voilà. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Djamila Tedjani, DRH de WeCare. Allez voir sur le site, il y a forcément une offre pour vous. Caroline Sarrault-Le-Carpentier, conférencière sur les dynamiques intergénérationnelles. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Éric Gras, expert du marché de l'emploi. C'est presque un chroniqueur maintenant Éric Gras. Eh bien. Et merci beaucoup Nicolas Leroy et mon co-animateur qui me fait défaut tous les mardis. Soir, avantageusement remplacé quand même par Nicolas Leroy, non ? C'est un autre style, mais il est pas mal non plus. Dans un instant, du football. Et du football. On va faire plaisir à Éric Gras. On va commencer par revenir sur l'Olympico avec ce match magnifique, notamment la deuxième période et un but de beach soccer d'Adrien Rabiot de la tête. Et on va parler également de l'arrivée de Ben Hasser, qui arrive du Milan AC à l'OM. Ensuite, on va parler de Dembélé, qui est en train d'exploser au PSG. Ouais. Il a marqué 8 buts sur les 14 derniers buts du club. Et on vous pose cette question sur Twitter. Peut-il rentrer dans le top 5 mondial des attaquants ? Moi, je me souviens d'un certain JPP qui vendangeait à tel point qu'à Marseille, JPP, ça voulait dire j'en peux plus, et qui après mettait tout au fond, c'était fabuleux. On va continuer avec une rumeur. Le retour de la Coupe de la Ligue. C'est des présidents de Ligue 1 et de Ligue 2 qui le demandent, et on finira avec le But Football Club pour faire le bilan total du mercato. Et Cécile, répétait après moi. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Fabuleux. C'est la nouvelle recrue du PSG.
Merci beaucoup Philippe David. Allez, je remercie Marie, je remercie Isaac, je remercie Félix et je remercie Nelly, notre équipe formidable derrière, en coulisses, qui participe en tout cas à la culture de cette entreprise et surtout au nombre d'auditeurs. Merci beaucoup Félix David. On se retrouve demain à 17h. Oh bah avec un immense plaisir. Voilà, on vous laisse. Il avec sera partagé le au moins. Je sais pas, je vous dirai demain. Passez une très bonne soirée. Salut, à demain.